combats sont d'une extraordinaire férocité. Les républicains sont dépourvus d'un armement moderne. Tandis qu'en face, les insurgés franquistes reçoivent bientôt un appui résolu de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste. Franco, assuré de ce soutien, hâte le débarquement en force de ses troupes à partir du Maroc espagnol et impose son pouvoir sur une grande partie du territoire. Pendant ce temps, le gouvernement de la République espagnole fait l'amère expérience de la solitude. Il approche Léon Blum pour lui demander le droit d'acheter en France des armes et des avions. Moment décisif. Léon Blum se sent profondément solidaire. Et pourtant, la mort dans l'âme, il est contraint de rester hors jeu. Car il sait que la Grande-Bretagne ne le rejoindra pas dans l'aventure d'une intervention en Espagne. Le Premier ministre, Neville Chamberlain, se méfie du pouvoir des Rouges en Espagne. Et il est partisan, comme la majorité de ses compatriotes, d'une politique d'apaisement, de compromis avec les dictatures. Léon Blum est impuissant. De surcroît, dans son propre gouvernement, les radicaux sont hostiles à l'idée d'agir sans les Anglais. Quant à la droite française, elle fulmine contre une telle perspective. En réalité, le choix de Blum n'est pas entre intervention et abstention, mais de rester au pouvoir sans intervenir ou de démissionner. Sa tâche au gouvernement commence à peine. Il ne partira pas. Léon Blum tente néanmoins d'élaborer une solution. Ce qui permettrait peut-être d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engageraient à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Le pacte de non-intervention que Blum propose est signé par les principales puissances, dont l'Allemagne et l'Italie. Marché de dupes. Hitler et Mussolini s'engagent, d'abord secrètement, puis de plus en plus ouvertement, en envoyant soldats et munitions. Mussolini y dépêche une armée complète, 80 000 hommes, des mitrailleuses et des canons. Tandis qu'Hitler expédie 10 000 hommes de la Légion Condor, des avions et des chars. Léon Blum, pour sa part, se borne à pratiquer ce qu'on appelle pudiquement une non-intervention relâchée. Officiellement, l'embargo est respecté, mais les autorités françaises ferment les yeux sur le trafic d'armes et favorisent l'envoi discret de quelques avions. De son côté, Staline soutient les républicains et expédie armes et matériel accompagnés de conseillers militaires. 2000 soviétiques combattent dans le camp républicain. Sous l'impulsion de l'internationale communiste, des volontaires viennent combattre aux côtés des républicains. D'Allemagne, d'Italie, de France, des hommes et des femmes de tous âges risquent leur vie pour sauver la République espagnole. Parmi eux se distinguent George Orwell et Ernest Hemingway. Ces brigades internationales, à peine débarquées, vont aider Madrid la républicaine à résister au siège des franquistes. La guerre s'installe alors dans la durée. L'Espagne devient le terrain sur lequel s'affrontent indirectement les démocraties et les dictatures. Les communistes face aux fascistes. Noi viceversa desideriamo e vogliamo la vittoria di Franco. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo.
Ce conflit qui s'éternise ravage les populations civiles, tandis que les dictatures expérimentent leurs armements et leurs stratégies. Le 26 avril 1937, des avions allemands et italiens larguent plus de 50 tonnes de bombes et 3000 engins incendiaires sur la petite cité basque de Guernica. La ville brûle, quasiment annihilée. On dénombre plus de 1600 morts. Le martyre de Guernica marque une date sinistre dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on s'en prend depuis les airs, non pas à une cible militaire, mais à des populations civiles, délibérément. C'est moi le guide de l'exposition, je m'appelle Daniel Pinoche. Suivez-moi les grands et les mioches, je suis l'as des explications. À gauche, voilà le pavillon... Un mois plus tard, l'exposition universelle de 1937 à Paris montre face à face les pavillons nazis et soviétiques de part et d'autre du pont de Iéna. L'italien et l'anglais qui louchent, le russe et l'allemand à côté. Conclusion, les extrêmes se touchent pour visiter l'exposition avec ses nombreux pavillons. Demandez pipi. Dans le petit pavillon de la République espagnole, Pablo Picasso expose une grande toile intitulée Guernica. Un officier allemand lui demande « C'est vous qui avez fait ça ?» Picasso, glacial. « Mais non, c'est vous. » La guerre d'Espagne expose au grand jour la faiblesse des démocraties. Elle révèle la dépendance française envers une Angleterre qui, aveugle au danger fasciste, obsédée par le péril communiste, ne songe pour l'heure qu'à bannir tout risque de guerre, quel que soit le prix à payer pour sauver la paix. Compromis ou lâcheté. Mais surtout, le conflit espagnol scelle le rapprochement entre Hitler et Mussolini, naguère en froid, désormais complices. Le 1er novembre 1936, Mussolini déclare « La verticale Berlin-Rome est un axe autour duquel peuvent s'unir tous les pays européens. » Axe, le mot est trouvé. Mais pour que l'axe affirme sa puissance sur le théâtre européen, il faut que disparaisse le pays qui sépare encore l'Allemagne et l'Italie. Cette Autriche, pays natal de Hitler, sur laquelle il n'avait pas réussi naguère à mettre sa griffe. Dans son esprit, ce n'était que partie remise. Depuis l'assassinat du chancelier Dollfuss par les nazis, l'Autriche est toujours dirigée par Kurt Schuschnigg. Il a hérité du régime autoritaire de Dollfuss. Les partis d'opposition sont interdits, y compris le parti nazi, ce qui paraît intolérable à Hitler. Le 12 février 1938, Schuschnigg est convoqué à Berchtesgaden. Après un accueil protocolaire, il est introduit dans le cabinet de travail du Führer. L'entretien se déroule en tête-à-tête. Vous avez tout fait, Herr Schuschnigg, pour empêcher une politique amicale entre nos deux pays. L'Autriche n'a jamais rien fait qui ait servi le Reich. Son histoire est une suite ininterrompue de trahisons. Je suis fermement décidé à en finir, une fois pour toutes. Schuschnigg. Je sais naturellement que vous pouvez entrer en Autriche. Mais alors, monsieur le chancelier, il y aura une effusion de sang. Nous ne sommes pas seuls au monde. Cela signifiera la guerre à coup sûr. Hitler reprend la parole. Croyez-moi, personne au monde ne m'empêchera d'accomplir ma volonté. La Grande-Bretagne, elle ne remuera pas un doigt pour l'Autriche. La France, il y a 3 ans, lorsque je suis entré en Rhénanie avec une poignée de bataillons, j'ai pris un grand risque. Si la France avait bougé, nous aurions dû reculer. Mais maintenant, pour la France, c'est trop tard. Prenez garde, je ne bluffe pas. Mon passé le prouve suffisamment. J'ai atteint tout ce que je voulais et je suis devenu le plus grand Allemand de l'histoire. Hitler quitte la pièce. Après le déjeuner, c'est Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères, qui reprend la conversation. Sans tergiverser davantage, il remet un ultimatum à Schuschnigg. Celui-ci devra libérer sur le champ tous les nazis incarcérés. Leur leader, Arthur Seyss-Inquart, sera nommé ministre de l'Intérieur, devenant ainsi le maître tout-puissant de la police et des services de sécurité autrichiens. Schuschnigg se cabre,
Mais ces conditions sont inacceptables pour l'Autriche. Ribbentrop lui offre une cigarette. Le Führer n'est pas homme à plaisanter. Vous avez de la chance qu'il veuille bien conclure un accord avec vous, si vous faites des concessions. Schuschnigg est anéanti. Ribbentrop s'en va. Et voici que Hitler revient, paraissant exaspéré. Monsieur Schuschnigg, il n'y a rien à discuter. Je ne changerai pas un iota à cet ultimatum. Ou bien vous le signez tel qu'il est, ou bien je donne l'ordre à mes troupes d'entrer en Autriche. Schuschnigg, la mort dans l'âme, s'exécute. Mais un mois plus tard, le chancelier autrichien joue sa dernière carte. Il annonce pour le 13 mars un référendum par lequel le peuple autrichien se prononcera sur son avenir. Maßgebend muss bleiben der beste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Hitler réagit aussitôt. Au référendum prévu par Schuschnigg, il répond par un nouvel ultimatum. Si Schuschnigg ne se retire pas immédiatement, l'Allemagne envahira l'Autriche. Déjà des mouvements de troupes sont signalés aux frontières. Schuschnigg, désespéré, appelle à l'aide dans un dernier sursaut les démocraties européennes. À Paris, le gouvernement vient de tomber. On ne trouve pas d'interlocuteur. Quant à la Grande-Bretagne, le Premier ministre Chamberlain n'exprime qu'une molle condamnation. Mussolini, qui est à présent entièrement complice, adresse un message d'amitié à Hitler. Défendre l'Autriche ne l'intéressait plus. Schuschnigg, totalement isolé, capitule. Il annonce lui-même sa démission à la radio. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volke mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen. Wir haben, weil wir um keinen Preis, auch in dieser ernsten Stunde nicht, deutsches Blut zu vergießen gesonnen sind, so verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke. Gott schütze Österreich! Un nouveau chancelier est désigné, qui n'est autre qu'Arthur Seyss-Inquart. Conformément à un plan préétabli, il demande à Hitler son intervention militaire, en prétextant le risque d'une agitation révolutionnaire. Les armées allemandes entrent donc en Autriche, sans rencontrer aucune résistance.